animé par David Strauss. Donc je lui passe tout de suite la parole, qui est le directeur adjoint du CFJ. Là, non? Oui? Ouais? Non. C'est bon? Voilà. Bonsoir à tous, donc du Centre de formation des journalistes à Paris. Je vais demander à ce qu'on ferme les portes à clé parce que le sujet qu'on va traiter là, hein, vous n'allez pas vous enfuir. D'autant plus que la question est au singulier. On n'a pas quel modèle au pluriel, mais c'est quel modèle, et on ne sortira pas de cette salle tant qu'on n'aura pas trouvé le modèle universel pour les grandes écoles de France et d'ailleurs. Et pour nous aider à trouver cette réponse ce soir, nous avons autour des tables, puisqu'il y a plusieurs tables, Alice Guillon. Vous êtes directrice générale de la Schema Business School. Vous êtes une spécialiste de l'intelligence économique. Vous avez enseigné, vous avez été même directrice de l'Université de la Méditerranée, directrice des études. En 2000, vous avez rejoint le CERAM Sophia Antipolis, dont vous avez été la directrice déléguée. Et en 2004, vous avez participé à une commission interministérielle sur la formation et la recherche en intelligence économique. Et vous avez même contribué à dresser un référentiel à cette époque. Merci d'être là ce soir. Brigitte Durand, vous êtes directrice du campus de Veolia Rhin-Rhône Méditerranée. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure parce que c'est une particularité que je ne connaissais pas et je pense que ça mérite qu'on la détaille. Vous avez été présidente de Synergie Campus Entreprise jusqu'à l'année dernière, je pense. Voilà. Ce qui est un campus de managers, c'est ça? Un club de directeur des relations entre écoles et universités. Voilà, de 30 groupes internationaux ancrés en France ou même français. Pascal Rey, vous êtes directeur de l'école des mines de Saint-Étienne, une école qui fait partie de l'IMT. Vous êtes un chercheur prolifique, ai-je lu. Vous êtes au comité de lecture de beaucoup de revues internationales. Vous avez travaillé auparavant pour l'Institut français de mécanique avancée. Vous avez été le directeur. Et durant cette période, vous avez contribué à lancer une entreprise qui s'appelle 2M Atech. Un sujet qu'on aura certainement l'occasion d'aborder ce soir. Et Robert Garibobo, vous êtes professeur des universités en sciences économiques. Vous êtes actuellement en poste à l'ENSAI. Vous êtes passé par Paris 1, par l'école d'économie de Paris. Vous avez été professeur à l'école de Polytechnique. Vous êtes un spécialiste notamment, vous avez traité des sujets de l'économie et de l'éducation. Et vous travaillez en ce moment aussi comme chercheur au CREST. J'ai un peu synthétisé, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire sur vous. Alors, puisqu'on parle de modèle économique, qu'on a la chance d'avoir autour de nous des personnes qui dirigent des écoles, je vais leur demander à elles de nous définir, je vais commencer avec vous Alice, si vous voulez bien, de nous définir à grands traits ce qu'est votre modèle économique aujourd'hui et en quoi il est challengé. Très bien, merci beaucoup et rebonjour pour tout le monde. Alors la grande chance que nous avons eue dans notre école, Schema Business School, c'est de pouvoir il y a 9 ans partir d'une feuille blanche et dessiner, j'allais dire l'école de nos rêves, mais surtout l'école qui pourrait s'affranchir des contraintes que nous allons exposer aujourd'hui. Qui peuvent être tournées en opportunités, je l'espère. Alors ces contraintes étaient les suivantes. On se remet en 2008-2009. Il y avait la réforme des chambres de commerce et un des fondateurs de Schema était une école consulaire dans le sud de la France. Il y avait la réforme des gouvernances. On parlait beaucoup de changement de gouvernance dans nos établissements. Il y avait une digitalisation de plus en plus forte de nos modèles d'enseignement. Et puis, ce qu'on ne peut pas oublier en toile de fond, c'est la globalisation de l'enseignement supérieur, avec cette possibilité aujourd'hui pour tous les étudiants, quelle que soit leur situation et le lieu dans lequel ils vivent, de pouvoir aller étudier ailleurs. Donc prenant en compte ce qui pourrait être un tissu de contraintes, mais qui est pour nous devenu un tissu d'opportunités, on a créé une école qui se voulait d'emblée globale, donc présente au moins sur 3 continents, mais dans l'aspect globalisation, c'est-à-dire c'est l'exportation d'un modèle qui a été initié en France,
et puis s'implanter localement dans des pays à forte croissance, s'implanter, s'enraciner localement et surtout devenir un acteur local du pays dans lequel nous sommes implantés. Donc nous avons 3 campus en France, un campus en Chine qui est chinois, un campus aux États-Unis qui délivre des diplômes américains et un campus au Brésil qui va obtenir sa première licence pour son bachelor, donc brésilien. Donc l'idée était là déjà de répondre à cette partie globalisation, mobilité et reconnaissance de la marque partout. Le deuxième point, qui était la digitalisation, finalement, nous avons été condamnés à digitaliser parce que sinon, dans notre modèle, pour garantir la qualité de nos diplômes, nous étions obligés de répéter 45 fois le même cours un peu partout dans le monde, ce qui nous a forcés, condamnés, à fortement investir dans les nouvelles technologies pour justement interconnecter tous ces sites en permanence et faire en sorte que l'étudiant, quel que soit le campus sur lequel il étudie, peut systématiquement être en relation avec tous les autres sur des diplômes multisites. Et puis le troisième point qui est la gouvernance, quand on est, alors je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore consulaires, je ne critique pas les chambres, moi mon souhait était de sortir de la chambre pour justement alléger la gouvernance et faire en sorte surtout de devenir indépendant sur la partie fonds publics. Donc moi j'avais une obsession en tête, c'était l'autonomie et l'indépendance. Donc je ne veux pas de fonds publics, quel que soit le pays dans lequel nous sommes d'ailleurs, où on nous propose beaucoup de financement. Vous allez dire je suis un peu idiote mais je les refuse, mais l'idée étant de garder une indépendance totale sur et la qualité et la sélection et la délivrance de nos diplômes. Et donc, on a eu l'occasion de pouvoir installer une gouvernance. Donc nous sommes une association aujourd'hui, nous sommes une association en Chine, aux États-Unis, mais nous sommes une entreprise commerciale, mais qui délivre des diplômes au Brésil. Donc la holding est française, mais la gouvernance est composée uniquement de 9 personnes qui sont principalement des chefs d'entreprise, d'entreprises internationales et qui nous permettent d'avoir une plus grande réactivité, une plus grande mobilité. Donc on a construit en fait cette école en essayant de trouver donc le modèle économique qui allait bien, puisque c'est bien de cela dont nous devons parler. Et ce modèle économique aujourd'hui, bon, il est en évolution, donc il repose sur des grandes masses. Pour 80% à peu près, l'école est alimentée par les fils des étudiants. Alors elle est très internationale, hein, il y a 120 nationalités, sur tous les sites il y a énormément de nationalités représentées et on peut du coup jouer sur les prix, entre guillemets, des diplômes. Les frais de scolarité. Les frais de scolarité. Et on peut jouer aux États-Unis, forcément, quand on délivre un diplôme américain, ça nous laisse plus de facilité d'augmenter, tout en restant plus bas que nos concurrents américains, de pouvoir jouer sur les fees, sur ces différents continents, et donc d'équilibrer le business model pour faire en sorte que 80%, donc cette masse, est apportée par les fees. Ensuite, nous avons... Alors, puisque nous sommes français, il y a la grande problématique de la taxe d'apprentissage qui nous occupe tous. Et effectivement, c'est à peu près 8% de notre modèle et le reste étant apporté par l'executive education et le fundraising. Alors, le fundraising, c'est culturel, on pourra en reparler. Oui, en France, sauf si vous nous démontrez le contraire et je serais très heureuse, mais c'est assez compliqué. C'est plus facile aux États-Unis, je confirme, surtout si on a une fondation américaine. Et bien entendu, il faudra effectivement que culturellement, on doit se poser les bonnes questions. Donc le modèle aujourd'hui, il est bâti comme ça. Dans son évolution, l'idée n'est pas de faire grossir la part des fees, au contraire, peut-être un petit peu plus de le diminuer, mais d'avoir plus de financement provenant de la formation continue. Alors c'est vrai, quand on est sur différents continents avec une marque en propre, l'executive education est un peu compliqué en France, le marché est quand même très congestionné. Quand on est au Brésil ou en Chine, on a beaucoup plus d'opportunités. Donc c'est une voie qui est en forte croissance dans l'école. Et puis la partie fundraising est plus simple, je dois dire, en tout cas pour nous, ailleurs qu'en France. Voilà. Donc se posera à terme la question, donc ce modèle va évoluer et se posera à terme la question, selon comment vont évoluer les règles et les normes françaises, puisque la holding reste française, si les réformes de la taxe d'apprentissage se continuaient telles qu'elles ont été annoncées, forcément toutes les écoles seront touchées. Nous, à la limite, on n'a aucun problème demain à bouger le siège et à le mettre dans un autre pays. Ça n'est plus une question. Voilà. Donc on continuera d'exporter notre modèle à la française un peu partout, notamment aux États-Unis. Moi, tout le monde m'avait dit que j'étais complètement folle et que les Américains
mais vraiment n'allez pas du tout accrocher sur ce modèle. Non seulement ils accrochent, aujourd'hui on a 1000 étudiants aux États-Unis et c'est en pleine évolution, donc ils accrochent bien, mais potentiellement la scène, j'allais dire le terrain de jeu étant mondial, si le gouvernement ne nous aidait pas un peu plus, notamment dans cette quête de reconnaissance. Alors moi je ne dis pas qu'il faut qu'on soit en perfusion financière, je suis totalement contre. En revanche, il faut faire un minimum de choses pour nous aider à travailler correctement. Et voilà, si ça en prend le chemin, ben, la holding restera française. Si ça n'en prend pas le chemin, la holding partira ailleurs. Le débat est posé. Et vous alors, Pascal Ray, en termes de modèle économique, vous voulez l'autonomie et pas de fonds de l'État? Oui, donc nous, on est une école publique. Voilà. Donc, 200 ans d'âge depuis 2016. Voilà. Et donc, nous dépendons du ministère en charge de l'industrie. Et depuis le 1er janvier 2017, nous avons intégré l'Institut Mines-Télécom, puisque notre tutelle a souhaité regrouper l'ensemble de ces écoles, ou à peu près, dans l'Institut Mines-Télécom. Donc, nous avons globalement deux grandes masses, comme tous les établissements d'enseignement supérieur, de la masse salariale, avec un plafond d'emploi, pour faire simple, et puis des crédits pour assurer le fonctionnement. Voilà, ces deux grandes masses. Donc, nous, au niveau de l'école, nous avons à peu près 43% de ressources propres aujourd'hui, voilà, dans notre budget. Nous avons, au niveau de notre budget, notre ministère a libéré un peu les droits de scolarité, puisque nous sommes à 2150 € par rapport aux 610 des ministères de l'enseignement supérieur. Et puis, on a Centrale Supélec, où c'est un peu plus élevé. Donc il y a une question sur ces droits de scolarité, elle est posée déjà depuis ce matin et puis on échange beaucoup là-dessus. Bon, si on venait augmenter, quel est le seuil acceptable? 3500, je lance un chiffre, 4000, au-delà, je ne sais pas. Bon, par contre, si en contrepartie, l'État nous diminue, enfin notre ministère nous diminue nos dotations, on se dégage 0 marge de manœuvre, on est à peu près à budget constant. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qui contribue aux ressources de financement, hors les financements État, qui sont quand même extrêmement importants, c'est la taxe d'apprentissage, avec toutes les inconnues qu'il y a liées aux évolutions qu'on nous promet, qu'on nous prédit là, dans les jours à venir. Donc ça, c'est dramatique pour la conférence, pour les grandes écoles, et la conférence des grandes écoles s'est pleinement approprié ce sujet-là. Il y a des recettes liées à toute la formation par apprentissage. Donc ça aussi, c'est une voie. Voilà, je ne dis pas qu'on fait des bénéfices sur le sujet, mais en tout cas, ce sont des recettes. Nous avons mis en place depuis 2-3 ans la notion de mécénat à travers notre fondation pour accompagner des projets de développement auprès de nos anciens. Alors ça, c'est nouveau, je pense, dans les établissements d'enseignement supérieur. En tout cas, c'est nouveau pour le mien. La première année, ça marche à peu près bien parce qu'il y a un effet de nouveauté. Donc les anciens adhèrent et versent des sommes à travers quelques projets qu'ils identifient bien. Bon, par exemple, l'international, la mobilité internationale sur des bourses. Bon, on a essayé de mettre des choses sur des innovations pédagogiques. Ça a moins bien marché parce que les anciens considèrent que ça fait partie de notre cœur de métier, que c'est à l'État de le payer, que ce n'est pas aux anciens de le faire. Voilà. Bon, par contre, entrepreneuriat et autres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut développer. Et à l'échelle de l'Institut Mines-Télécom, dans la stratégie de développement de l'IMT, c'est d'aller beaucoup plus loin à travers de l'ensemble des écoles. Donc à travers tout ce mécénat. Bon, et puis on a une autre activité au niveau de l'école sur nos missions, qui est la recherche. Et là, on a, au niveau de Mines Saint-Étienne, un niveau de recherche contractuelle ou partenariale qui est important. Donc ça, c'est bien. On est content, parce que ça nous fait un chiffre d'affaires. Bon, après, ce qu'il faut regarder, c'est les marges. Donc, si on veut dégager. Et là, quand on commence à creuser ça et à regarder, on est moins performant. Enfin, on a des voies de progrès, on va dire. Et donc, il en est de même, surtout l'utilisation de nos plateaux techniques à destination des entreprises, où là, on voit qu'il faut évoluer, être capable de mieux chiffrer l'utilisation de nos plateaux techniques, et ainsi de suite, pour mieux répondre aux attentes du milieu industriel, parce que ça fait partie de nos missions importantes, puisqu'on dépend directement du ministère en charge de l'industrie. Et donc, comment on peut faire tout ça? On est en plein dedans pour essayer de regarder comment on peut se dégager des marges de manœuvre de façon à pouvoir augmenter des effectifs. Alors on nous dit qu'il faut faire des gains de productivité de 3% par an, comme dans les entreprises. Les entreprises le font, pourquoi nous on ne le ferait pas?
Donc on peut effectivement faire des choses, mais ça atteint des limites. Mes collègues sourient, là, je vois en fait. Ils connaissent bien le discours aussi. Donc à un moment, on n'y arrive plus, quoi. Enfin, je veux dire, quand on a tout regardé en termes de marché public, enfin, et ainsi de suite, il faut dégrader si on n'augmente pas nos recettes. Donc c'est comment? Voilà. Donc il y a différentes pistes, je pense qu'on y reviendra. Mais voilà un petit peu les différentes recettes que nous avons, en plus de celles que nous alloue notre tutelle, qui sont au-delà de 50%. Oui. Quand même. Alors, vous ne faites pas mon affaire, parce qu'on avait dit un modèle économique. Là, je vois qu'il y a déjà quelques divergences, donc on ne va pas bien avancer sur cette question. Professeur Gary Bobo, sur cette question des modèles, on entend qu'au sein de la France, il y a déjà des modèles bien différents. Vous, est-ce que vous dégagez un modèle unique, ou est-ce que vous en avez vu divers? Est-ce qu'à l'étranger, vous voyez des choses très différentes de ce qui se passe en France, dans les grandes masses de financement? Dégager un modèle unique, non, je ne sais pas dire cela. Je sais que les principes de la théorie économique nous indiquent qu'une école, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise un peu particulière, à la fois par sa gouvernance, par sa fonction objective, et puis par la technologie et les... Alors, la grande spécificité de cette entreprise, c'est qu'elle emploie des inputs, des produits semi-finis, qui sont également ses clients. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de particulier à l'enseignement supérieur. Qu'on appelle les à étudiants, l'éducation en général. C'est-à-dire que la matière première est aussi cliente du produit fini. Donc ça, c'est un principe fondamental. Alors, qu'est-ce que ce produit fini réclame? Qu'est-ce qui l'intéresse? Bon, beaucoup de choses, mais si on a un point de vue d'économiste un peu réducteur, vous allez me permettre de l'être, c'est ce qu'on appelle les rendements de l'éducation. C'est-à-dire que ces jeunes qui viennent vont sortir avec un bagage qu'on appelle techniquement du capital humain. Ce capital humain, il va être rentabilisé sur le cycle de vie par des salaires qui sont en général plus élevés pour ceux qui ont, je dis en général, et en moyenne plus élevés pour ceux qui ont étudié plus longtemps que pour les autres. Donc c'est un phénomène qui est international, c'est une des choses les mieux connues, les mieux observées, les plus solides qu'on connaisse en économétrie ou en statistique des salaires. C'est que, bon, si vous prenez, vous êtes directeur, vous êtes doyen de faculté, vous regardez un échantillon d'anciens élèves qui a fait le master et un échantillon d'anciens élèves qui a fait la licence, et vous faites la moyenne arithmétique des salaires des licenciés, et vous allez trouver une différence. Alors cette différence va être à peu près toujours autour de 8 ou 10%. Sauf que, bon, on peut se demander. Donc c'est le rendement d'une année à peu près. Bon. Donc ça, c'est le fondement de tout modèle économique. C'est qu'il y a en réalité, les étudiants font un investissement individuel qui va être rentabilisé sur l'ensemble de leur cycle de vie. Et c'est là-dessus qu'ensuite l'entreprise propose un produit, propose une formation et éventuellement la finance par différents moyens. La question de savoir maintenant, je suis peut-être un peu trop long. Non, je vous en prie. Parce que je suis intéressable sur ce sujet. Donc, la question de savoir si les coûts de production doivent être couverts. Alors, je parle comme si c'était une entreprise. Hein. Donc je poursuis le parallèle. Hein. Est-ce que les coûts de production doivent être couverts uniquement par des fonds privés ou par des fonds publics? Ça, c'est une question intéressante. C'est une question importante et c'est aussi une question de recherche. C'est pas clair quel doit être le taux de subvention publique, le taux de contribution de la collectivité par des fonds publics, des ressources fiscales, par exemple. Est-ce que c'est l'impôt qui doit financer? Alors, c'est 80% de fonds publics pour l'université. C'est, si j'ai bien compris, pratiquement zéro à Schema. Donc là, on a tout le spectre, et en fait, c'est pas clair que le taux de subvention optimal soit le même partout, ça dépend un peu de ce qu'on fait. Voilà. Et puis, alors maintenant, je ne voudrais pas être trop long, mais peut-être on va y revenir, il y a la question de la gouvernance. Donc c'est une entreprise, ouais. Mais c'est pas toujours une entreprise capitaliste. Et donc en gros, et ça c'est, bon, entreprise oui, mais pas forcément entreprise capitaliste. Donc si on prend le modèle américain, par exemple, il est très clair qu'il y a une gradation. Vous avez au sommet du système, les établissements les plus prestigieux sont en réalité des
ce qu'on appelle des non-profit organizations, des organisations à but non lucratif. Alors, je ne sais pas, Harvard, c'est un exemple, qui s'appuient sur des dotations propres, des fondations. Donc, c'est en fait des masses, des portefeuilles d'actifs qui sont extraordinaires, qui nous paraîtraient tous colossaux. J'ai oublié les chiffres parce qu'il y en a beaucoup, mais enfin, c'est de l'ordre de centaines de millions de dollars. Mais ce sont des institutions qui ne distribuent pas de dividendes. Oui, c'est des milliards, excusez-moi, j'ai du mal à... oui, c'est colossal. Bon, Harvard, c'est colossal, mais bon, les autres, c'est des centaines de millions pour un certain nombre d'autres grandes universités américaines. Donc le haut du panier est occupé par le secteur privé à but non lucratif. D'accord. Ensuite, vous avez un deuxième étage qui est également puissant et prestigieux, qui est le secteur public à but non lucratif. Bon, enfin, secteur par définition. Ouais. Hein. Donc c'est Berkeley, l'Université de Californie, ce genre de choses. L'Université du Minnesota, l'Université de l'État de New York, qui a en général un vaisseau amiral, des succursales et puis des collèges. Donc ce sont des ensembles qui sont eux-mêmes hiérarchisés et qui ont eux-mêmes des dotations. Et puis en dessous, en termes de qualité, en termes de prestige, vous avez le secteur privé à but lucratif qui est pas du tout résiduel, qui est quelque chose de très important et en croissance rapide, mais qui est également soumis à des fluctuations très violentes. Donc il y en a eu, parce que ça dépend, et là c'est une autre question que sans doute il faudrait qu'on aborde, qui est la question du crédit. Ça dépend de ce qu'on appelle l'éligibilité au crédit des étudiants. Donc le secteur privé à but lucratif aux États-Unis peut se développer de manière foudroyante. Il est en train actuellement d'être dans une vague de croissance considérable, et il s'appuie sur l'éligibilité des étudiants au crédit. Bon, on pourra y revenir. Mais en principe, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quelle gouvernance. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui est important. Ce qui ressort de l'examen du modèle américain, c'est le fait que le modèle de l'université privée est certes au sommet, mais c'est le modèle de l'université privée à but non lucratif qui est au sommet. Et donc les fonds publics jouent un rôle important. Ils jouent un rôle important de l'ordre de 50%. Ce ne sont pas du tout des établissements, les établissements les plus prestigieux ne sont pas du tout des établissements financés uniquement sur fonds privés. Bon, voilà, j'ai déjà dit beaucoup, oui. Peut-être. On reviendra sur la gouvernance probablement. Si on rentre un peu dans le détail, vous avez brossé évidemment les différentes grandes masses. Une des sources de revenus, la principale, c'est ce que payent nos étudiants. Et une des questions que vous êtes peut-être déjà posées ce matin, c'est combien on peut leur demander trop, jusqu'où on peut aller. Alors je ne sais pas, professeur Garibobo, puis je reviendrai à vous, Alice Guillon, mais est-ce que, de votre point de vue, il y a des études qui disent jusqu'où on peut aller ? Est-ce qu'il y a jusqu'où on peut aller dans la demande des frais de scolarité ? Alors, tout le monde s'interroge là-dessus. En Angleterre, vous savez qu'il y a eu des débats à la Chambre des communes très violents il y a plus de 10 ans. Tony Blair a réussi à déplafonner les frais d'inscription, et puis les gouvernements conservateurs qui ont suivi, ils ont à nouveau déplafonné. Donc, à chaque fois qu'on élève le plafond, les établissements les plus prestigieux se collent au plafond. Donc actuellement, on est, je crois, à 9000 livres par an. Donc si vous allez faire un master à London School, ça doit être ça à peu près. Hein. Enfin, moi, je parle de ce que je connais. London School of Economics, bien sûr. Bon. Et aux États-Unis, il semble qu'il n'y ait pas de limite. Il y a des gens qui s'interrogent sur le fait, est-ce que ce modèle ne va pas à un moment être fragilisé ? Est-ce qu'il n'y a pas une bulle ? On parle de bulle, donc de bulle spéculative. Alors, il me semble qu'il faut être prudent. Et il faut peut-être pas avoir un jugement hâtif là-dessus. Mais à nouveau, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, je suis intarissable, j'ai peur de monopoliser le... Peut-être que vous, Alice, sur cette question... Laissez-moi dire quand même deux choses substantielles avant de vous rendre la parole. Mais rapidement, sur la hausse des droits, il y a une limite naturelle qui est la donnée que le marché du travail, la productivité des diplômés est ce qu'elle est, qu'elle ne peut pas être plus que ce qu'elle est. Et donc, il y a un moment, pour les gens, l'investissement ne sera plus rentable. Donc si les droits d'inscription ont un état d'équilibre naturel
qui est qu'à un moment, le marché du travail ne suit plus. Bon. On ne pourra pas rentabiliser des droits d'inscription dans une école d'ingénieur, dans une école de commerce, pour un MBA, parce qu'il y a un moment, ça ne se justifiera plus d'embaucher le MBA ou l'ingénieur à ce tarif. Donc, les forces économiques, nécessairement, doivent mettre un plafond naturel au niveau des droits d'inscription. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas les réglementer, comme on le fait en Angleterre, bon, pour différentes raisons. Mais j'ai tendance à croire tout de même qu'on est étonné par cette dérive vers le haut des droits d'inscription, mais que c'est un phénomène économique assez naturel. D'accord ? Bon. Les gens qui, c'est ma dernière phrase, hein, je vous promets, les gens qui s'endettent aux États-Unis pour aller faire les meilleures écoles ou les meilleures universités, il n'y a pas d'école aux États-Unis, s'en sortent assez bien. Ce ne sont pas eux qui posent les plus de problèmes. Le marché du travail justifie, et les salaires qu'ils obtiennent au début de leur carrière justifient qu'ils fassent cet investissement. Alors peut-être qu'ils auraient préféré faire le même investissement en payant moins cher, si vous voulez. Mais donc c'est pour ça qu'il y a la question de la réglementation. Mais en gros, l'investissement vaut le coup, et les gens qui ont étudié ça sérieusement voient bien que le taux de rendement interne de ces investissements est largement positif. D'accord ? Le problème... Non, j'arrête parce que sinon je vais trop parler. Mais On recommencerait. revient à vous. Non, ce que vous avez dit est très vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une histoire de la rentabilité de l'investissement. C'est-à-dire que si effectivement on vendait, entre guillemets, 200 000 euros un master, le problème c'est est-ce que les entreprises seraient prêtes à suivre sur le plan des salaires. Donc forcément, il y aura une sorte de barrière naturelle. Maintenant, en France, on est loin. On est quand même encore assez loin de cette barrière-là si on compare avec ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays. On a encore un peu de marge. Après, il y a une histoire de philosophie. Si ma mémoire est bonne, en France, on est parti sur un principe où il ne fallait pas non plus tirer sur les familles, comme ça se fait peut-être un peu abusivement aux États-Unis ou ailleurs. Donc il y avait un consensus, je crois, et on va revenir sur la taxe d'apprentissage, mais sans que forcément l'État soit obligé de financer la part qui manque pour arriver au coût complet de la formation de l'étudiant. Il faut qu'on arrive à avoir d'autres voies possibles pour nous, pour essayer de compenser le fait de ne pas tirer sur les fees pour les familles. Donc tout ça, c'était bien entendu et ça a relativement bien fonctionné, je pense. Aujourd'hui, avec les questions qui sont posées, forcément, moi j'ai vu certains de nos collègues dans la presse dire on n'hésiterait pas à monter au-delà des 25 000 euros par an s'il le fallait parce que c'est le coût de fabrication du produit pour le mettre efficacement sur le marché. À un moment donné, les écoles, nous sommes une association aussi, mais donc privée, on ne peut pas non plus inventer. Alors soit on dégrade la qualité, ce qui n'est absolument pas l'objectif, soit si on veut continuer à être compétitif sur la scène mondiale, il va bien falloir trouver des solutions. Donc si le consensus est de ne pas tirer sur les familles françaises, alors nous on a trouvé d'autres solutions. On va plutôt faire payer aux États-Unis, plutôt en Chine, un peu moins au Brésil. Donc ça compense. Mais globalement, ceux qui sont monocytes dans le pays ne pourraient pas faire ça. Donc il va falloir à un moment donné qu'on établisse un nouveau consensus et qu'on voit s'il y a des possibilités pour nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire haro, on veut que de la taxe et que des financements, mais ça peut être réfléchissons ensemble sur la défiscalisation, réfléchissons ensemble, voilà, trouvons des solutions pour que nous puissions continuer à servir notre mission d'école en France, tout en restant compétitifs sur la scène internationale. Je pense que l'équation, elle est quand même compliquée. Une équation que vous devez traiter aussi. Oui, je voulais juste apporter un complément par rapport à cela, c'est l'acceptation sociale de cette augmentation de ces droits de scolarité. S'il y a augmentation des droits de scolarité de façon significative, quelles sont les mesures sociales qui se mettent en accompagnement à travers les bourses, sachant qu'aujourd'hui les étudiants boursés 35%, 38% dans les écoles, 38% dans mon école, en tout cas il n'y a pas de compensation totale, il y a exonération des droits de scolarité, il n'y a pas de compensation 1 euro pour 1 euro de la part du public, enfin de l'État. Donc, comment on accompagne socialement cela? Vous avez évoqué effectivement la notion d'emprunt avec des taux privilégiés. Ce n'est pas dans notre culture, ou assez peu, enfin en tout cas dans les écoles d'ingénieurs, sauf pour des cas très particuliers. Après, c'est par les bourses
Donc comment on accompagne ça, et ainsi de suite. D'un point de vue famille, pour que l'ascenseur social puisse bien fonctionner. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est à traiter globalement. Enfin, c'est une équation complexe à résoudre, en tout cas. Hein. Est-ce que c'est pas le rôle des alumni d'aider justement Alors, si on demande aux alumni d'aider les élèves, d'aider l'école pour son développement et son rayonnement... Ils sont peut-être plus prompts à aider les élèves plus que l'école, non ? Peut-être. Alors, à travers les bourses de mobilité, comme je disais, ça marche. Bon, après, est-ce qu'on est capable de monter à hauteur du delta financier ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une évolution culturelle au niveau français de la relation entre l'établissement et ses alumni, l'établissement et une fondation, par exemple. On va représenter des entreprises. Bon, à titre personnel, moi j'avais besoin de refaire l'éclairage de ma belle façade. On a fait un partenariat avec EDF, pour ne pas citer, qui nous a permis de financer cet éclairage-là. Voilà, on vient à ce genre de choses aujourd'hui, quoi, pour pas que ça pèse trop sur le budget de l'établissement. Mais en tout cas, l'accompagnement social est primordial par rapport à une augmentation, une libéralisation des droits de scolarité. On vient de parler des bourses, effectivement, prenez le micro. Brigitte, vous représentez un peu les entreprises finalement ici à cette table. Hein, c'est lourd pour moi toute seule. Et voilà. Et donc la question des bourses, c'est aussi une question qui se pose à vous. Est-ce que c'est pas aussi un peu le rôle de l'entreprise que d'aider certains à payer ces frais qui sont grandissants et à accéder à ces formations ? Je pense éminemment qu'il y a une responsabilité des grandes entreprises à accompagner l'enseignement supérieur et la formation des plus jeunes, pas uniquement en France, enfin d'une façon générale, et en France en particulier. Je pense qu'on est entré quand même dans une nouvelle ère de façon de fonctionner ensemble, et qui, si elle a pu au départ nous paraître très contraignante, parce que finalement la taxe d'apprentissage, on l'a subie des deux côtés. La crise est passée aussi beaucoup par nous, un tout petit peu avant, je dirais globalement, de vous toucher plus massivement vous. Enfin, voilà, depuis, on va dire, 2009, c'est devenu un petit peu plus compliqué. En même temps, je suis assez convaincue, et ça tombe bien, c'est plus chouette comme ça, que à la fois on ne retrouvera jamais ce qu'on a quitté, et que la contrainte nous fait sortir, ou à des occasions nous faire sortir par le haut d'un certain nombre de sujets et des problématiques de financement qu'on peut avoir ensemble. Et donc, alors, sur les bourses, pour vous répondre, les tentatives que j'ai pu faire, donc juste pour reprendre, je suis aujourd'hui effectivement directrice d'un centre de formation initiale et continue de Veolia, et j'étais précédemment, jusqu'à il y a quelques mois, en charge pour ce même groupe, directrice des relations qu'elle entretenait avec les grandes écoles et les universités au niveau corporate, au niveau mondial, donc avec quelques parallèles également sur l'international qui sont intéressants. Et c'est à ce titre-là, j'éviterai de parler au titre de synergie, parce que je n'en suis plus présidente et je n'y suis plus en tant que telle, mais pouvoir vous dire ce qu'on a expérimenté ensemble tant que j'en étais la présidente, Synergie étant effectivement une association qui réunit une trentaine de directeurs de relations université-entreprise pour le compte de leur propre entreprise. Pardon. Et sur les bourses, pour ce qui concerne Veolia, ça a toujours été assez compliqué dans notre culture, dans la mesure où ce qui nous était proposé... Alors, c'était difficile de pouvoir le faire depuis Paris. C'était souvent ce qui nous était proposé. Depuis Paris, pour des étudiants chinois, par exemple. Et alors là, le jour où j'ai décidé d'arrêter ce partenariat sur lequel je ne m'étendrai pas, il a pris naturellement localement. Et pour le coup, il a trouvé du sens. Après, une autre limite qu'on a pu trouver, donc ça c'était le corp par rapport au national, voilà, et la distance et du coup le peu de sens, et on reviendra sur le sens. Et l'autre chose, c'était l'espèce de garantie qu'on voulait nous mettre et avec laquelle on n'était pas hyper à l'aise, en disant « mais vous avez une relation privilégiée avec cet étudiant ». Ouais, ben non, parce que c'est pas le but d'une bourse. Et donc peut-être là, effectivement, il y a une question alumni ou pas, je me trompe peut-être, c'est la représentation effectivement que je pourrais m'en faire. Bref, tout ça pour dire que je pense que sur les bourses, à part sur des initiatives
individuelles, c'est exagéré, mais vraiment ultra locales ou de proximité qui ont du sens. C'est difficile à réussir ou on n'a pas su le faire très généreusement chez Veolia, je pense. Voilà. Et c'est pas un sujet. Du coup, ça m'interpelle. J'ai quand même passé quelques années à réfléchir avec mes petits copains des autres entreprises sur ces questions. C'est jamais un sujet qu'on a regardé. On en a regardé pas mal. Et je m'aperçois avec du recul qu'on n'a jamais adressé la question de « et qu'est-ce que vous faites ?» On n'a jamais fait de benchmark entre nous. On en faisait au moins 4, 5, 6 par an. On s'est jamais posé la question de est-ce que c'est un sujet, est-ce qu'on a envie de faire évoluer, est-ce qu'on a envie de réfléchir, comment toi tu t'en sors, pourquoi donc je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui doit nous interpeller collectivement. Je voudrais surtout pas dire que c'est pas un sujet, hein, mais et oui, et c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle pour la diversité et l'accès à nos études, hein, parce que là, on n'a pas encore trouvé de financement. Si on augmente nos frais de scolarité, de votre côté, qu'est-ce qu'on fait alors sur cette question-là? Si on augmente les frais, est-ce qu'il y a des étudiants qui vont payer pour d'autres? Est-ce qu'on va aller chercher des étudiants à l'étranger qui sont supposés payer plus que nos élites françaises? Comment faire? Moi, je pense que, alors là, pour le coup, chaque établissement doit avoir sa propre stratégie. Moi, je crois beaucoup à la différenciation dans ce sens-là, ce qui n'est pas possible peut-être ici, peut-être possible ailleurs. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'aller chercher des complémentarités là où on peut. Et alors pour nous, c'est plus simple le fait d'être sur des pays différents, on peut jouer sur des leviers différents. Là où on sait que sur le fundraising, les shares, c'est très compliqué en France, c'est plus simple dans d'autres pays, mais là où on sait que c'est plus facile de travailler avec des entreprises sur d'autres problématiques type apprentissage, mais alors c'est plus facile en France qu'ailleurs. Donc je pense qu'il faut être capable de mettre le curseur là où on a les opportunités. Alors c'est évidemment pas une bonne nouvelle, mais je pense qu'il faut repenser la relation école-entreprise aujourd'hui. Oui. C'est fondamental. Il faudrait s'asseoir autour de la table et essayer de trouver le bon moyen pour que ce soit gagnant-gagnant, pour que vous n'ayez pas l'impression de payer d'un côté pour rien et de l'autre côté que nous, on puisse s'appuyer aussi sur vous. C'est quand même notre mission principale et de préparer nos diplômés pour qu'ils soient efficaces chez vous. Et il faut que là, on arrive à trouver un partenariat qui soit au bénéfice de l'étudiant, mais qui permette aux deux parties de vivre correctement. Hein. Ça tombe bien parce que c'est un peu votre boulot. Ouais, enfin, ça l'était, et puis je continue à avoir, bien sûr, dans le cadre de mes activités actuelles, beaucoup de relations avec l'enseignement supérieur et avec les grandes écoles notamment, dans le cadre de partenariats, pour le coup, sur la formation, hein, qui est aussi un levier que vous avez évoqué, formation continue, etc. Qu'est-ce qu'on fait, si Brigitte, est-ce qu'on va mettre des noms Veolia sur les amphithéâtres? Est-ce que vous allez mettre de l'argent pour ça? Voilà. Non, si on revient sur ce qu'on disait, si on revient sur ce que vous disiez, je pense qu'il n'y a pas que les bourses dans la relation entreprise et école. Hein. Donc autant sur les bourses, je vous dis, chez Veolia, je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé comment faire. Et d'une façon générale, dans les entreprises, ça n'a pas été évoqué. Par contre, on a beaucoup travaillé à partir de 2009, hein, au sein de Synergie notamment, et puis chez Veolia d'une façon plus précise. Typiquement, on est un peu parti, je me souviens d'un atelier qui s'appelait « Quelle relation école en temps de crise ?» Eh ben, ça nous a occupé une bonne partie d'un après-midi, un petit groupe de 8 ou 10, et puis après on a mis en commun avec les autres pour avoir le son de cloche des 30, et puis on a fait une espèce de synthèse de tout ça, et puis après on s'est dit c'est quand même dommage, hein. Il faudrait peut-être aller en parler aux écoles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On en a parlé aux écoles. Donc, on a parlé, je sais qu'on a eu des échanges avec, à l'occasion d'un séminaire l'année dernière ou l'année d'avant, du chapitre des écoles de commerce. On a vu aussi du monde au moment les écoles qui sont membres d'Agir. Et on leur a proposé un atelier pendant. Quelle relation école-entreprise en temps de crise? De façon à pouvoir partager nos grands enseignements. Et les grands enseignements, ils sont assez simples, enfin, de mon point de vue, et plutôt enthousiasmants. C'est qu'il n'y a plus de stop and go. Et les crises précédentes avaient pu voir dans les entreprises frappées par une crise, par une problématique conjoncturelle ou pas, l'idée de j'arrête. De toute façon, j'ai plus de recrutement, pourquoi est-ce que je continuerai à aller voir les écoles? Bon, ça fait un peu sourire maintenant, mais ça a eu beaucoup lieu préalablement. Et là, le consensus sur les 30 entreprises, c'était non, personne ne m'a dit.
On ne nous a pas dit d'arrêter. On nous a dit de faire éventuellement avec moins de moyens. On nous a demandé de faire différemment. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé d'être plus efficace. Donc de commencer à mesurer. Ce qu'on faisait effectivement pas beaucoup, même dans les entreprises, sur ce volet-là, on ne nous demandait pas forcément énormément de comptes. Même certains de nos patrons emblématiques qui avaient plutôt envie de dire « Tiens, t'as pas été là au forum de mon école ou qu'est-ce qu'on a versé là en taxe d'apprentissage ?» Ils disaient moins, ou ils disaient « Est-ce que tu crois que ça vaudrait le coup d'eux ?» ou « Qu'est-ce qu'on a fait dans l'année et est-ce que c'est intelligent ou malin de… » Et donc beaucoup plus de travailler à la fois, sur deux choses, sur comment est-ce qu'on est plus efficace, comment est-ce qu'on mesure notre efficacité, est-ce qu'on pense de temps en temps à mesurer notre efficacité, et est-ce qu'on n'a pas des actions qu'il faudrait supprimer, est-ce qu'on n'a pas des partenariats qu'il faudrait rebalayer, relifter, peut-être supprimer, mais au profit d'en développer d'autres ou d'en développer de nouveaux, mais qui soient… Et je pense que tout ça est gagnant-gagnant parce que quand ça a été bien mis en place dans les entreprises, et j'ai pas mal d'exemples en tête, en général, et l'école et l'entreprise et la relation entre les deux sont sorties gagnantes, quoi, parce que ça a permis de donner plus de moyens à ce qui réellement avait du sens, sans doute en balayant un peu ce qui avait moins de sens, et du coup a permis aussi une discussion plus proche entre les acteurs. Je pense notamment à l'émergence de tous les comités partenariaux, qui permettent aussi… dans la réflexion, et c'est pareil, hein, c'était aussi pour de la recherche d'efficacité, c'était, mais arrêtons que la RH aille voir l'école, la RH qui recrute, voilà, et puis la RH qui forme, elle allait voir quelqu'un d'autre, et puis la recherche et innovation, ils allaient voir un troisième, et puis après il y avait le copinage des alumni, et l'idée surtout de pas de tout casser, hein, mais d'essayer de voir globalement. Et puis il y avait l'apprentissage qui pouvait être un peu ailleurs. Voilà. Et puis l'autre chose, donc une première demande, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on est efficace et comment est-ce qu'on essaie d'augmenter globalement l'efficacité, mais avec vraiment plutôt la certitude qu'on allait tous sortir par le haut, hein. Et l'autre chose, c'est le sens. Ça, c'est devenu assez important. Ça peut le rejoindre. Et votre exemple de problématique d'éclairage, et que ce soit EDF qui fasse, c'est quelque chose qui parle. C'est quelque chose, c'est pas complètement déconnant que ce soit EDF qui participe à la réhabilitation, à l'installation, d'un chantier électrique dans une école. Et pour reprendre votre question, parce que je sais qu'on en a parlé en préparant un petit peu, le naming pour Veolia, pas du tout. C'est pas dans notre culture, ça l'a jamais été, hein. Mais même ceux qui en faisaient avant essaye de trouver du sens. Donc pourquoi j'irais mettre le nom de ma boîte sur un auditorium? On peut trouver, hein, la réponse peut être trouvée pour X très bonnes raisons. Et puis ça peut aussi faire plus souvent chou blanc que ça ne pouvait faire chou blanc peut-être avant. Voilà, et j'arrête. Pascal Ray, je vous ai vu opiner plusieurs fois du chef. Hein, ça. Juste, est-ce que vous avez envie de mettre le nom de Veolia sur CLP? Alors, si ça se passe comme ça, c'est pourquoi. C'est que, je vais reprendre les propos qui ont été tenus, on a aussi, nous, quand on démarche une entreprise, on va aller vers l'entreprise pour des stages, pour des projets, d'autres vont y aller pour de la recherche, d'autres vont y aller pour l'accompagnement au développement économique. Et donc on a décidé de revoir tout cela et de mettre en place ce qu'on appelle à l'école des partenariats complets, c'est-à-dire de fidéliser un peu la relation et de formaliser et d'industrialiser un petit peu la relation avec quelques partenaires industriels. Voilà, autour de les grandes missions de l'école, et j'en rajoute une, auquel je tiens dans mon établissement, c'est la culture scientifique, technique et industrielle, chose pour laquelle, même avec EDF, on a réussi à travailler sur ces 4 missions de l'école, qui a entraîné ce soutien que j'ai évoqué pour l'éclairage. C'est dans ce cadre-là, ce n'est pas un coup comme ça qu'a fait EDF. Voilà. Et donc, on veut donner du sens dans la relation avec le partenariat, où on y a aussi associé les alumni qui travaillent chez EDF. Voilà. Donc, c'est un partenariat beaucoup plus complet, où derrière, il y a même un ancien bien placé chez EDF qui a parrainé aussi, qui a été ambassadeur et qui a parrainé la promotion de diplômes. Voilà. Donc, on essaye de mettre en place ces partenariats complets qui vont bien au-delà de démarcher
un peu sur tout un tas d'activités de l'école. La lune de miel. Alice, vous partagez cette vision des choses. Est-ce que vous avez des exemples concrets de partenariats de ce type-là? Est-ce qu'on est venu vous en proposer? Oui, on parlait d'EDF, les panneaux, les machins, enfin oui, bien sûr. Mais je pense qu'il faut qu'on se projette l'étape d'après, parce qu'on sent qu'on est sur la fin là, du système. Et je pense que notre enjeu, c'est de se dire comment on fait pour aller ensemble plus loin. Puisqu'encore une fois, il faut peut-être augmenter un peu la perspective en se disant, si on regarde sur la lorgnette France, on va commencer à tourner en rond. Mais si on s'extirpe un peu, alors là, il y a peut-être d'autres choses à faire. Donc ce qu'il faut, à mon avis, c'est repenser, enfin c'est un peu ce que vous avez fait. Il faut s'asseoir autour de la table et repenser les partenariats en se disant comment on fait pour travailler pour les étudiants, pour accompagner l'évolution économique, la société, la compétitivité de notre pays au sein de l'Europe au sein du monde. Voilà, il y a quand même un débat à élargir et on a des choses à faire ensemble. Je pense qu'il faut qu'on change le logiciel là-dessus, mais que vous avez forcément une responsabilité. Nous, on en a une, en tout cas dans l'éducation et dans le fait de pouvoir travailler tous ensemble pour notre pays ou pour nos sociétés. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Alors, moi, je n'ai pas la solution aujourd'hui. Donc, moi, je crois qu'il faut surtout qu'on sache se dire, ensemble, on sera plus fort que tout seul. Donc, si on est tous attirés un peu sur la corde, qui les ampoules électriques, qui les panneaux solaires et qui la recherche sur... on ne va pas s'en sortir. Donc, ce qu'il faut, c'est poser le débat, voir quels sont les grands enjeux et travailler ensemble. Et forcément, on trouvera un équilibre pour que ça soit gagnant pour tout le monde. Mais encore une fois, oui, il n'y a pas un modèle économique, il y en a plusieurs, et il n'y a pas un modèle de partenariat, à mon avis, il y en a plusieurs. Mais il est temps, il est même urgent, à mon avis, de se poser la question très vite. Sinon, on va ronronner sur ce modèle qui se délite et on arrivera où ça va être la catastrophe, et pour les écoles, et au fond aussi pour les entreprises, qui n'arriveront plus à s'alimenter en très bonnes compétences sur le territoire. Mais où est-ce qu'il va se tenir ce débat? Qui va le mener? Alors là, vous êtes d'accord, bonne question, je vous pose la question. Le début d'une piste. On va demander à Anne-Lucie si elle veut. Si vous voulez intervenir, intervenez. Est-ce que tout le monde entend? Oui, vous m'entendez? Non. On promeut une idée qui est, je suis vraiment content que le professeur Garrigou soit là aujourd'hui, nous en parlait à lui juste avant, qui est celle de reprendre les marques que le professeur Garrigou connaît beaucoup mieux que moi. Je suis peut-être pas un très bon élève d'ailleurs, mais je m'inspire de ce que vous avez dit sur le sujet, et c'est une approche économique, et je pense qu'il faut une approche rationnelle et économique. On a l'impression que les gens n'ont pas compris qu'aujourd'hui, l'enjeu de compétition mondiale se situe sur le capital humain et plus beaucoup sur le capital physique. C'est-à-dire qu'il faut investir massivement sur le capital humain, et d'ailleurs la transformation est en cours. Le problème qu'on a, c'est qu'on veut financer cet investissement en capital humain, notamment l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. On veut financer ça avec des revenus courants. L'exemple, le budget de l'État et les 3% de Maastricht, on est au bout du rouleau, et on voudrait garder ça dans ces 3%. Vous savez qu'il y a du débat au niveau européen pour extraire cela éventuellement des règles de Maastricht, mais ça va prendre du temps. Qui va considérer qu'effectivement l'investissement en enseignement supérieur, avec un return sur 10, 20, 30, 40 ans, puisque nos diplômés ont des revenus, alors c'est effectivement la question de ces revenus, et aux États-Unis il y a un vrai débat, mais c'est plutôt parce qu'aux États-Unis le coût de la formation est trop élevé, comme pour le coût de la santé. Et donc je pense qu'il faut effectivement que chacun joue son rôle, que l'État reste impliqué massivement, mais il n'ira pas plus loin pour faire cette illusion. Les entreprises, ça a été rappelé, bon, elles sont déjà assez taxées, même si elles ont le CICE, et nous expliquent n'ont pas le CICE. Je suis content de savoir que sur les 20 meilleures universités américaines, 19 sont des ESPIC, sont des fondations, des associations, n'est-ce pas, Alice? Et je pense que les utilisateurs doivent contribuer pour une partie. Et pourquoi pas pour 20% du coût. Donc, globalement, j'ai fait le calcul de 5 milliards de plus par an dans l'enseignement supérieur, parce qu'il y a vraiment un gap à franchir pour que la France soit dans la compétition. Vous le savez, on est en déficit de balance extérieure énorme, et ça explique largement le chômage et la faible croissance, parce qu'on est trop en concurrence frontale avec les pays émergents. Donc délocalisation, et il faut monter en gamme. Monter en gamme, c'est l'investissement dans l'innovation, la recherche, les qualifications, c'est nous. Et là, il n'y a pas de carburant, c'est ce qu'on vient de dire. Mais il faut impérativement qu'on mette en place des process pour que les participants, et c'est le cas en général dans un certain nombre de grandes écoles, mais pas dans toutes, les participants apportent une ressource complémentaire à celle de l'État, pas massive, mais peut-être 20% de ce que ça coûte chez nous et que vous
contribuent davantage et que nos étudiants aient droit au parc, au prêt à remboursement contingent. Le professeur Garibobo va en parler bien plus scientifiquement que moi. Ça marche pas mal en Australie. C'est-à-dire que vous ne payez pas, vous paierez plus tard seulement si vos revenus sont conséquents. Et ça veut dire que les prêts doivent être alignés sur une longue période. En Australie, c'est sur toute la durée de vie. En Angleterre, c'est sur 30 ans. En moyenne, les diplômés remboursent sur 10 ans. Et on adapte le financement en se disant c'est un financement à long terme parce que c'est un investissement, ce n'est pas la consommation. Donc on n'a pas pris en jeu la transformation économique majeure qui est en train de se faire au niveau mondial et on continue à financer ça comme une dépense courante. Et je pense que les banques ont un rôle à jouer, elles le font bien en France avec les prêts étudiants et elles doivent transformer leur offre. Et donc je leur en parle un petit peu, ainsi qu'à BPI France, parce que vous savez, ces prêts sans caution existent déjà à plus petite échelle. Et il y a 5 réseaux bancaires qui les distribuent. Et c'est l'État qui se porte dessus. Je pense que chacun doit jouer son rôle. L'étudiant étudier en tenant compte des débouchés. Au passage, la LSI s'est fait cartonner au Teaching Excellence Framework récemment, puisqu'ils sont médailles de bronze, parce qu'au niveau de la grade, c'est un peu catastrophique ce qu'ils font sur le plan pédagogique. Et sur le plan insertion, c'est pas tout à fait ça. Mais ils continuent à facturer la plupart au niveau de la grade. Et que l'État, les établissements soient responsabilisés par rapport aux débouchés, puisque si les anciens ne remboursent pas leur cotisation, une partie de leur cotisation, les établissements doivent rendre des comptes et ajuster leur formation. Et les banques, qui sont chargées de financer l'économie, qui finançaient beaucoup de capital matériel, doivent maintenant financer le capital matériel avec des prêts adaptés. Et le droit bancaire actuel permet de le faire. Vous remboursez en fonction de votre Je vous interromps. On laisse... Non, bien sûr, c'est très intéressant. Vous interpellez interpellez le professeur Garibobo. Je ne sais pas si vous opiniez du chef. Vous étiez... Ça vous parle? Quand on m'apporte du soutien moral, c'est excellent parce que comme ça fait 20 ans que j'arrive trop tôt et que mes idées sont irréalisables, donc maintenant je pense que progressivement la classe dirigeante française est en train d'évoluer dans sa pensée sur cette question. Alors j'en profite pour dire voilà un petit livre dont j'ai donné plus d'exemplaires que je n'en ai vendu. Et donc, on va essayer de rattraper ça tous ensemble en achetant. C'est vrai. Alors ça a été publié aux presses de Sciences Po, ça s'appelle Performance sociale, financement et réforme de l'enseignement supérieur. Je me permets de faire un petit coup de pub, pourquoi ? Parce qu'il y a là-dedans des détails qu'évidemment aujourd'hui je ne peux pas, vu les contraintes de temps, que je ne peux pas me permettre de vous assommer pendant de longues minutes avec ça. Mais évidemment, la question du crédit est fondamentale. En fait, bon, c'est bien d'avoir des espèces de slogans pour faire passer les idées. Alors, il y a 4 piliers, à mon avis, qui sont importants. Il y a la sélection. Alors, évidemment, pour les grandes écoles, bon, ça va de soi, mais vous savez que c'est un problème politique très compliqué, puis qui est en passe d'être résolu, qui, je crois, est en passe d'être résolu pour plein de raisons. Bon, sans doute la volonté du président de la République lui-même, d'ailleurs, va-t-elle jouer un rôle dans cette affaire. Donc, sélection est un des premiers piliers. Pourquoi ? Parce que sélection, c'est une manière de lutter contre la dévalorisation des diplômes. Et donc, bon. Ensuite, le crédit. Pourquoi ? Parce que c'est insupportable socialement d'élever les droits d'inscription sans avoir par ailleurs un mécanisme de paiement différé. Alors là, effectivement, il y en a de différentes sortes. Il y a des systèmes plutôt australiens, plutôt britanniques, plutôt américains, et je voudrais vous convaincre, si je peux encore abuser de votre patience, que ces systèmes-là sont en train de converger. Professeur, c'est pas insupportable socialement de faire peser sur un étudiant le fait qu'il doive un jour rembourser des sommes importantes? Alors, et quel type de garantie on lui donne? Ce que j'explique... Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Est-ce qu'il y a d'anciens étudiants dans la salle? Est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle? Ce que j'essaye d'expliquer... La garantie de l'État. D'accord. J'essaie d'expliquer qu'on peut avoir recours à ce système de paiement différé, que ce n'est pas contraire au principe de justice sociale ou d'éthique sociale, si vous voulez. Bon, alors évidemment, il faudrait faire tout un exposé pour l'expliquer, mais en gros, si vous voulez, il n'y a rien de choquant à ce que quelqu'un qui est un futur riche, entre guillemets, paye de manière différée le coût de ses études. Et il n'y a aucune raison de le faire, de disperser ce coût, d'utiliser la TVA ou la CSG pour financer les études des gens qui vont devenir médecins ou avocats ou experts comptables. Bon, donc ce type d'argument d'équité joue un rôle.
Ensuite, bon, on peut imaginer aussi que les épargnants, les vieux riches prêtent aux jeunes pauvres pour qu'ils deviennent... Bon, il y a l'idée qu'on va constituer un portefeuille diversifié de projets d'investissement de la jeunesse dans son avenir. Bon. Donc tout ça, ça ressemble aussi à de la fiscalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système australien, ça consiste à dire, bon, on va à l'université, on ne paye pas, on payera plus tard, et on payera plus tard si le revenu franchit certains seuils. C'est la même chose en Angleterre. Donc c'est pay as you earn. Et ça, c'est une chose qui existe aussi aux États-Unis maintenant, sous Obama, ça s'est développé. Donc les étudiants remboursent leur crédit comme un pourcentage de leurs revenus, et s'ils tombent au chômage ou si leur revenu tombe sous un certain seuil, ils ne payent plus, ils sont protégés contre les accidents, contre un certain nombre de risques. Donc il y a dans ces systèmes de crédit qu'on appelle les PARC, prêts à remboursement contingent, des clauses d'assurance. Bon, donc il y a une ingénierie financière derrière ça. C'est un vrai sujet de recherche, de savoir comment... J'essaye de convaincre un certain nombre de gens qu'il faudrait lancer un grand programme de recherche sur cette question, et j'ai du mal à les convaincre, parce que une des raisons pour lesquelles j'ai mal à convaincre, c'est parce que c'est sensible, politiquement extrêmement sensible, mais je crois qu'on peut dire que c'est compatible avec des principes d'éthique, que les gens qui demain auront des bons revenus remboursent d'une manière ou d'une autre. Que ça soit fait sous forme de crédit ou sous forme d'un impôt additionnel ou d'une surcharge d'impôt, on voit bien que les deux choses sont assez voisines, c'est assez voisin. Bon. Il n'y a aucune raison de payer une surcharge d'impôt. En tant qu'ancien élève d'une école, ou en tant que diplômé de l'université, on devrait payer une surcharge d'impôt toute sa vie. Non, pas nécessairement. Il vaut mieux que ça soit calculé comme l'amortissement d'un crédit. Mais les deux choses peuvent être assez voisines, encore une fois. Et encore une fois, pour vous dire qu'il y a une forme de convergence, souvent on me rétorque, dans quelques discussions que j'ai eues depuis quelques mois, quelques années, le système américain, c'est effroyable, regardez, cette dette, c'est dangereux, ça va exploser, etc. Donc 1400 milliards de dollars d'encours, n'est-ce pas, quelque chose d'extraordinaire. Bon, donc c'est le deuxième plus gros truc, de gros encours après le crédit immobilier. Donc 1400 milliards. Mais je vous pose la question, combien sur ces 1400 milliards de dollars sont dans les mains des banques privées ? Très peu. Quelques milliards, il y en a à peu près 1300 dans les mains de l'État. Donc en réalité, c'est même le ministère de l'Éducation, le Department of Education, qui prête à travers les Stafford Loans et d'autres... Alors c'est vrai que si on rentre dans le détail, c'est plus compliqué que ça. Il y a quand même de l'argent privé qui arrive, mais qui est distribué avec des réglementations très, très strictes. Donc sur les 1400 milliards, il y en a plus de 1300, je crois, qui sont soit étroitement réglementés par le secteur public, et garanti par l'État, soit directement prêté par l'État américain à travers le Department of Education. Donc en fait, c'est un mode de tarification publique pratiquement des universités qui permet un fonctionnement autonome et décentralisé du système universitaire. Il faut essayer de voir les choses non pas de manière un peu... il ne faut pas avoir une réaction viscérale sur ce système de crédit. C'est mon rôle ce soir. Pardon ? C'est mon rôle ce soir. Oui. Donc voilà ce que je voudrais dire. Je voudrais dire que si on l'examine bien, on voit bien que c'est très largement dans les mains du secteur public, que quand c'est bien réglementé, ça va au contraire aider énormément de gens, ça va abaisser les barrières d'accès à l'enseignement supérieur, et que partout où ces systèmes de crédit ont été mis en place, ils ont accompagné l'expansion du système universitaire au lieu, au contraire, d'élever des barrières. Mais il y a une autorégulation, en fait, parce que les écoles, là-dedans, qu'est-ce qu'elles supportent comme risque ? Celui de... Est-ce que ce n'est pas un appel à avoir plus d'étudiants, à leur demander toujours plus d'argent, à créer de nouvelles filières, et le seul juge, ce sera le marché plus tard, parce que si elles forment des gens qui ne sont pas employables, tout ça se régule automatiquement ? C'est l'État qui se porte garant, effectivement, dans le modèle. L'État se porte garant pour des écoles privées, en partie. L'État se porte garant pour des écoles privées, en partie. Pas seulement, mais en partie. Je vous pose une question. Si les personnes ne trouvent pas de job. Donc l'État doit d'abord valider les formations. Donc, par exemple, les formations publiques ou les ESPIG, d'ailleurs... Thierry Coulon avait dit on pourrait peut-être faire une expérimentation pour les ESPIG sur ce sujet-là. Eh bien, l'État se porte garant. Le taux de sinistralité est très faible aux États-Unis. Donc, l'effet de levier est énorme en garantissant cela. Le secteur bancaire finance, c'est son rôle de financer. C'est vrai que 1300 milliards ou 1400 milliards de dollars, ça paraît énorme. En Angleterre, on est à 100 milliards de dettes étudiantes. On va passer à 300 milliards de pounds. C'est énorme, mais sauf si on se dit ah non, mais c'est du capital.
Et il n'y a pas investissement plus rentable que cet investissement en capital humain. Et à partir de là, on se dit on emprunte largement plus pour l'investissement en capital. Donc il faut changer le mindset hein, et pas être affolé par cela. Mais c'est l'État. Et l'État qui est chargé de contrôler la qualité de l'enseignement supérieur doit agréer les établissements qui préparent effectivement à des bons emplois et en les agréant, aussi les contrôler, comme les Anglais donc, commencent à le faire. C'est le Parlement anglais qui a mis en place le TEFL, hein, le Teaching Excellence Framework, où on tient compte de la qualité de l'enseignement, de la qualité de l'accompagnement des jeunes, surtout défavorisés, et de la qualité de l'insertion professionnelle. Et donc, en fonction de cela, effectivement, on a des points plus ou moins et des médailles d'or, d'argent et de bronze. Mais le rôle de l'État soit de garantir la qualité et éventuellement de se porter caution. Mais les établissements sont responsabilisés parce que si les anciens élèves ne remboursent pas, ne remboursent jamais, c'est que vraiment il y a un problème et on doit se faire taper sur les doigts, si vous voulez. Donc il y a une régulation. Merci, c'est beaucoup plus clair. Vous aviez une question à poser, je pense. Non, je voulais juste apporter un petit élément. Alors, beaucoup d'écoles dans l'amphithéâtre sont au courant, puisqu'elles font partie du pôle d'expérimentation. Mais nous, à la CGE, avec les écoles membres, on s'est dit, à force de retourner ce problème dans tous les sens depuis des années, de promouvoir, d'étudier les parcs et de vouloir le lancer à une grande échelle nationale et puis de jamais arriver à le faire, on s'est dit, on va se jeter à l'eau. Donc on a formé un pôle d'expérimentation avec des écoles volontaires, donc une trentaine des écoles de la CGE pour lancer le prêt étudiant responsable qui est totalement inspiré des parcs. Donc avec ces 30 écoles volontaires, dont un certain nombre de la physique d'ailleurs, on est en négociation avec une dizaine de réseaux bancaires, donc toute l'ingénierie financière, les histoires de caution, de cautionnement, de risques, etc. ne sont pas réglées, mais on n'est pas du tout inquiet dans la mesure où on sait, au vu des chiffres de l'insertion professionnelle qui sont très bons depuis des années, et malgré les crises, enfin qui ne connaissent pas la crise, et chaque année c'est meilleur, et cette année c'était encore meilleur que l'année précédente, le plein emploi. Une insertion est super rapide, 8 sur 10 diplômés qui s'insèrent en CDI, en 2 à 6 mois après le diplôme, etc. Des niveaux de salaire qui permettent des remboursements. Et compte tenu aussi du fait que en France, on reste quand même malgré tout dans des niveaux disons, de coûts de formation qui restent très raisonnables. On n'est pas au niveau des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. On s'est dit on ne prend pas tellement de risques, hein. Les banques non plus. Donc on va le lancer, on va expérimenter. J'invite les économistes et les chercheurs à peut-être étudier comment ça va se déployer, comment ça va ou pas garantir plus d'ouverture sociale. L'objectif de ce plan, pour l'instant on l'appelle le prêt étudiant responsable, le PER. On n'a pas trouvé... c'est le père d'ailleurs, c'est pas la mère. Donc encore, voilà. Mais on va peut-être trouver un terme plus. Mais le but, c'est vraiment qu'aucun étudiant ne soit empêché ou ne s'auto-censure à l'idée de faire des études dans une grande école pour des questions de coût. Effectivement, le remboursement sera différé. On sait qui pourra le faire compte tenu de. Enfin, on a évalué quand même à la grosse maille. Hein. Voilà. Donc. Et c'est aussi pour dire qu'on est à la CGE avec les écoles dans ces logiques aussi de do tank, hein, pas seulement de think tank. Une fois qu'on a beaucoup réfléchi pendant 5 ans, 6 ans, etc., on s'est dit, là, ça commence à faire beaucoup, donc on se lance dans l'expérimentation. Et ça me fait penser à un autre débat là, qu'on avait tout à l'heure sur le bachelor. Hein. La demande est là, c'est une vraie lame de fond, on pousse et puis on tergiverse en France, on ne monte pas le système d'accréditation qui va bien, etc. Allons-y, expérimentons, lançons-nous. Et ce qu'on revendique dans les écoles de la CGE et dans la cohérence d'ensemble, dans cette transversalité qu'on a dans la CGE, c'est qu'on a vraiment des écoles qui sont des laboratoires vivants, des living labs pour expérimenter ça. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on passe à ça maintenant, qu'on expérimente, qu'on se lance, qu'on se jette à l'eau. Mais qu'est-ce qui bloque l'expérimentation ? Rien, je pense que c'est simplement... Non, rien. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait maintenant à la CGE. Dans les écoles, on a dit, maintenant, on expérimente. On réfléchit beaucoup avant, hein, mais on y va, quoi, on se lance. Mais sur un certain nombre de sujets. Vous jouez sur du velours, parce qu'évidemment... Mais bien sûr, mais alors pourquoi ne pas commencer ? Parce que vous avez le premier pilier qui est la sélection. Donc le crédit, on va vous le donner, les banquiers vont vous prêter, ils veulent prêter les yeux fermés déjà aux parents de nos élèves, etc. Et pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Moi, mes étudiants, au bout d'un an, ils payent, je sais pas, moi, ça a un peu augmenté à l'ENSAE, mais ils payent très peu, ils sortent, c'est une école qui marche très très bien, surtout maintenant avec le big data et tout ça. Donc ils ont un salaire de professeur d'université de première classe au bout d'un an, donc vous voyez. Donc
Mais ça, tout à fait. On joue sur du velours, donc, donc faisons-le, et puis on verra comment ça peut ils ont propager. payé, et quand ils s'inscrivent dans le Master in Economics que je dirige, jusqu'à une date récente, ils me payaient 235 € ou 250 € de plus. Effectivement, les grandes écoles peuvent très facilement être pionnières dans le développement du crédit aux étudiants en France. Et les banquiers seront ravis en réalité parce que le public des élèves des grandes écoles constitue les meilleurs risques possibles pour ce type de crédit. Et donc, le problème, c'est l'extension de l'accès au crédit à un public plus large qui justifierait de permettre à l'université aussi de lever des droits d'inscription et de remplir ses caisses. Car ma thèse, que je maintiens et que je répète inlassablement, c'est qu'il ne faut pas espérer. Mes collègues à l'université ne doivent pas espérer que l'État va venir beaucoup à leur secours. En tout cas, pas au niveau des besoins. Pascal Rey, vous avez expérimenté une forme de... En lien avec les alumni, l'année dernière, et une banque, les alumni ont proposé ce système bancaire auprès de nos élèves. On a une année, on est dans la 2e année de référence, on a eu 0 demande. Il y a un problème culturel aussi d'acceptabilité de tout cela. Ça ne veut pas dire que des étudiants n'en auraient pas eu besoin, mais d'aller dialoguer avec les alumni, demander, faire cet emprunt, peut-être qu'ils en font de leur côté à d'autres taux, mais en tout cas, on n'a pas eu le succès lié à notre lancement. Voilà. Vous n'êtes pas assez cher. Mais on n'arrête pas, on va poursuivre, puis on va voir. Mais il y a un problème culturel aussi, je pense, auprès des étudiants. On a fait la publicité, on n'a pas eu de demande particulière auprès de nous. Il y a la question du coût de la scolarité. Les droits sont faibles et donc les parents payent. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement ou d'autres réactions? Alors, on a promis qu'on terminerait un peu avant 18h pour vous permettre de prendre les autobus, les cars. Merci. Oui, bonjour Hubert Maître et Cameron. J'avais une question. On est parti d'un modèle théorique dans lequel l'étudiant est à la fois la matière première et le client. Je voulais savoir s'il n'y avait pas une autre théorie et d'autres types de modèles où l'étudiant serait le produit, l'entreprise le client. Enfin, voilà, et si ça avait d'autres implications, si ça ouvrait d'autres pistes. Oui, je pense que... Oui, d'accord, les rendements de l'éducation, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'entreprise cliente, l'entreprise qui demande du travail et l'étudiant qui offre du travail. Donc, et l'étudiant investit dans son capital humain. Enfin voilà, oui, bien sûr, il y a toute l'économie du travail s'intéresse à la hiérarchie des salaires, à la productivité des qualifications, et en fait, il y a une demande des entreprises pour le travail, donc de différents niveaux de qualification. Donc oui, bien évidemment. Donc le modèle dont j'ai parlé est anecdotique par rapport à cette question-là, qui est une question centrale en économie du travail. Mais qui pose le débat en d'autres termes, du coup, et qui appelle d'autres réponses. Si, peut-être sur la façon de travailler ensemble, la hauteur de vue, et peut-être également sur la réflexion autour des nouveaux modes d'apprentissage que vous expérimentez tous et qui, pour certains d'entre eux, font appel plus à l'entreprise qu'avant. Je pense à des hackathons ou des choses comme ça, toutes ces expériences d'apprentissage de façon un petit peu différente. Et là, sans doute, enfin peut-être, probablement, ça vient bien prendre la place de cours plus traditionnels qui ne sont donc plus dispensés dans des classes traditionnelles et peut-être avec les enseignants traditionnels. Sur une partie d'entre eux, peut-être ce sont les collaborateurs de l'entreprise. Alors ça apporte d'autres questions sur lesquelles on a pas mal bossé aussi, qui sont très intéressantes et qui donnent le vertige. Dans la relation entre l'entreprise et l'école, comment est-ce qu'on mesure? On s'est aperçu qu'on n'avait jamais tellement mesuré, vous sans doute encore moins, et on ne peut pas vous le reprocher, le temps qu'on passe
quand c'est pas un financement, que ce soit du mécénat, que ce soit du naming, que ce soit une conférence sur... voilà, mais juste quand on est là sur un forum, alors il y a les 2500, les 4000, les 5000, ça dépend où on est, du coût du stand, mais il y a les 3, 4, 5, 18 collaborateurs qui sont là pendant une journée et qui juste pendant ce temps-là font pas leur vrai boulot. Et c'est très bien qu'ils soient là. Et en fait, on a commencé aussi à nous poser ces questions-là en disant « Mais t'es sûr qu'il faut qu'il soit 18 ?» Ah bah peut-être pas, t'as raison, effectivement, quand je multiplie par le coût, par le salaire, sur une journée, c'est pas rien. Et puis après, il y a le billet d'avion, enfin bref, tout ce qui s'ensuit. Quand il y a une conférence, quand je viens ici, quand je suis à la commission d'accréditation à plancher sur des très beaux dossiers, et je vous en remercie parce que c'est très riche, mais cette richesse personnelle que j'y trouve, enfin que j'y trouve, y compris pour Veolia, mais qui est aussi pas mal personnelle, j'ai de la chance, j'ai un patron qui aime bien que je m'enrichisse personnellement, mais on peut aussi se poser cette question-là. Donc tout ce qui est, alors, sans se faire peur, et surtout sans casser tout ça, mais juste en l'ayant juste en tête et en se disant, du coup, comment on fait? Je vais un tout petit peu plus loin. Les collaborateurs qui donnent des cours, j'ai déjà ouvert la boîte de Pandore. Et je sais que ça fait peur d'un côté et de l'autre, côté entreprise, parce qu'on ne sait pas qui chez nous donne des cours. Parce qu'on ne sait pas le porter correctement, on ne sait pas le valoriser, la plupart du temps. Hein. Y a des entreprises qui commencent à faire des choses assez chouettes là-dedans, et ce n'est pas simple. Le collaborateur n'ose pas dire qu'il le fait parce que peut-être il va se faire taper sur les doigts par le manager, hein, par son supérieur hiérarchique. Peut-être il le fait, il se fait rémunérer et il peut y avoir quelque chose. Et peut-être que du coup, il ne se pose surtout pas toutes ces questions-là, qu'il pose une RTT ou un jour de congé, parce que ce n'est pas dommage pour l'entreprise et pour lui, possiblement que si. Et puis il y a celui qui dit surtout rien, qui maquille son agenda et qui va donner un cours, et s'il le fait très bien, à mon avis, c'est très bien. De l'autre côté, quand moi j'ai posé la question au directeur des relations et entreprises, ils m'ont dit « Oh, mais Brigitte, mais on ne sait pas du tout. C'est jalousement gardé par les profs. On sait très peu. » Ah, j'ai dit bon, « C'est dommage, parce que quand même, c'est pas bien mesuré, et puis c'est pas du tout garanti que vous ayez le meilleur de chez nous. » Sur l'osmose inverse, sur la com, sur la finance, sur les modalités contractuelles. Et que sans doute, on aurait intérêt à... Voilà. Mais ça fait peur. Hein. Surtout, ce qu'il ne faut surtout pas casser, c'est tout ce qui marche. Hein. Voilà. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Et il est vrai que, oui, sur ce modèle-là, enfin, si vous ne savez pas qui intervient chez nous, nous parfois, c'est vous qui nous offrez les intervenants, parfois on les paye, vous n'êtes pas peut-être au courant. Non, c'est là où il faut, je ne vais pas dire un gros mot, je crois que ça nous arrive tous, mais oui, je pense qu'il faut repenser. Alors ce qui fait peur, c'est... On est dans la knowledge economy, je veux dire, l'étudiant, enfin en tout cas le diplômé devient l'actif stratégique pour vous. Il est pour nous, parce que nous c'est notre fabrique, mais vous, quand il va chez vous, s'il est bien formé, vous en êtes content. Et bon. Donc il faut qu'on arrive à travailler là-dessus ensemble. Alors mettons effectivement carte sur table sur tous ces éléments-là et évaluons des partenariats dans lesquels effectivement, entreprise par entreprise ou avec un cadre commun, là il y a des choses à creuser, on arrivera à se dire que c'est un investissement rentable que nous ferons conjointement. C'est vrai que si on commence à prendre l'autre partie de la lorgnette en disant « Oups, ça nous coûte de l'argent » et puis finalement, si le patron n'est pas intéressé, du coup, ça ne se passera plus, on casse tout le modèle. Moi, je pense qu'il faut véritablement maintenant engager une réflexion commune et éviter ce type de débat, du coup, parce que si ça arrive chez vous, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour nous et c'est inquiétant pour toute la société. C'est pas tellement le débat, c'est aussi comment on le porte et comment est-ce que l'entreprise peut s'y retrouver. Est-ce que c'est intéressant? Et au-delà de ça, puisque là, pour le coup, l'entreprise est quand même souvent très soucieuse de ça, et l'étudiant là-dedans. Voilà. Il y a plein de fois où on se dit, mais est-ce que c'est bien normal qu'à un étudiant, on lui montre en conférence, on lui présente que des partenaires? Nous, on a très souvent dit, mais... Engie n'est pas partenaire, mettez-les-moi à côté de moi parce que ça va être intéressant, parce que cette génération Y dont on a fait un nombre de bouquins monstrueux et un marketing énorme, qui sont peut-être pas si différents que ça, ils ont juste évolué avec leur temps. En tout cas, une chose est assez sûre, c'est qu'ils ont plus besoin, parce qu'ils ont d'autres outils qu'on avait à leur âge, de très grande transparence. Et donc mettre que Veolia, je ne suis pas hyper sereine, je ne suis pas très à l'aise. Oui.
On arrive tout doucement au terme du débat. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ce sera la dernière. Hein, si. Merci. Bernard Vitou, ENSIC, Université de Lorraine, école interne. Merci pour l'ensemble des débats que vous nous avez apportés et pour les évolutions sur lesquelles vous pouvez nous faire rêver. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez nous faire rêver? Parce que la question que je me pose en tant que directeur d'une école interne à l'université est de savoir quelle est la part du rêve et la part de la réalité, même à long terme, sur laquelle on pourrait se projeter dans une école comme la mienne, dans beaucoup d'autres représentés ici par des collègues qui dirigent des écoles internes aux universités. En clair, la question qui me vient à l'esprit à l'issue du débat, c'est de savoir si la démarche commune, vous avez parlé de démarche commune dont vous parlez, est réellement une démarche commune qui pourrait être accessible à l'ensemble des écoles qui émargent à l'ensemble des conférences de grandes écoles comme celle-ci. Je m'explique. Pascal Rey a évoqué au travers de son modèle celui d'une école publique dépendant d'un certain ministère qui lui offre un certain nombre de latitudes par rapport à ce que sont les expériences, les démarches exploratoires qu'il peut envisager de faire. Si vous prenez les écoles qui sont dépendantes du ministère de l'Enseignement supérieur, et il y a les externes et les internes, l'on aborde là des problèmes de gouvernance dont M. Garibobo a parlé, qui deviennent extrêmement lourds par rapport à ce que sont nos degrés de liberté, par rapport au fait de pouvoir nous pencher sur des éventualités de modèles tels que vous les aviez envisagés en termes d'implication de partenaires extérieurs et tout ceci. La question qui me vient à l'esprit, c'est que je sais d'une certaine manière, au travers de ce que vous dites, où est véritablement l'avenir du modèle économique dont on pourrait penser qu'il est adapté au capital humain dont il a été question. Parce que le capital humain, il est clair que quelle que soit l'école, on en est parfaitement conscient de la valeur qu'il a dans chacune de nos écoles. Mais regardons réellement ce que sont, dans cette affaire-là, les questions très sensibles politiquement posées et ce qu'est la part des pouvoirs publics dans le fait qu'elle va permettre ou pas à l'ensemble des écoles d'évoluer. Moi, je vous pose la question, mais à qui doit s'adresser ce débat? Entre nous, je crois que nous sommes à peu près tous d'accord. Maintenant, ce débat, il faut clairement le faire porter auprès des pouvoirs publics et plus généralement de tous ceux qui devraient considérer qu'au-delà des types d'écoles que nous sommes, et la diversité de ce point de vue-là est certainement une richesse, mais là où je me pose des questions aujourd'hui, c'est de savoir si cette diversité ne va pas faire que l'on va distordre à l'infini les potentialités des écoles entre celles qui auront les plus grandes libertés, bien pour elles, et celles qui vont d'une certaine manière se retrouver contraintes à devoir toujours et encore respecter des règles qui ne sont pas en rapport avec les valeurs de performance auxquelles on rêve tous. Ah, c'est une question que vous pouvez adresser à nos invités, mais en fait elle s'adresse à des représentants qui ne sont pas là autour de cette table, mais je pense qu'au cours des 2 journées, vous aurez l'opportunité d'interpeller les personnes qui peuvent vous répondre. On peut partager votre opinion, mais ici, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, peut-être vous en tant que professeur. Moi, je crois qu'on est à un moment avec l'élection d'Emmanuel Macron. Bon, on peut penser ce que vous voulez, mais il y a une économie politique qui a un petit peu changé. Je ne voudrais pas dire de bêtises en public. Donc, on ne répétera pas. Couper la caméra. Il n'y a personne dans mon école, ou de l'école polytechnique, ou de Saclay, ici. Donc, bon, si. Est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Non, mais... Donc, je pense qu'on peut penser qu'il y a un certain nombre un déverrouillage prudent qui va se faire. J'ai l'impression que Thierry Coulon, le conseiller du président de la République, a une vision favorable à ce déverrouillage. À permettre, il était quand même question dans la campagne électorale de parachever l'autonomie. Je disais le 4e pilier, la sélection, le crédit, les droits d'inscription et l'autonomie. Et donc, derrière l'autonomie, effectivement, il peut y avoir un certain nombre de marges de manœuvre pour un certain nombre d'universités, de faire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant, etc. Alors, combien de temps ça va prendre? Ça, c'est intéressant de savoir combien de temps ça va prendre, mais il semble que si le président Macron engrange des victoires politiques sur le front des réformes, sur le marché du travail, etc., il y a un moment, il me semble, que la question de l'enseignement supérieur va arriver sur le devant de la scène. Pour l'instant, il y a encore quelques semaines, il y a quelques mois, on pensait que c'était impossible qu'il soit président. Maintenant, il y a quelques semaines, il y a des tas de gens qui attendaient qu'il se casse la figure et qu'il soit arrêté en plein vol par des cortèges de la Nation et de la République.
bon, ou par un blocage du pays, par des grévistes. Bon, et puis, mais peut-être que maintenant, il y a des gens qui pensent que ça va peut-être arriver au prochain coup, etc. Donc j'ai l'impression que l'enseignement supérieur, il va arriver en dernier, après toutes ces réformes. Donc, mais que derrière l'autonomie, il va y avoir la possibilité de déverrouiller un certain nombre de règles. Vous n'avez pas le contre-champ, mais je vois des visages un peu sceptiques quand même, pour contrebalancer le propos. Non. Non, moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que le moment est unique parce qu'il y a eu des tas de changements et puis surtout, il y a une urgence. Vous l'avez très justement évoqué, si on continue à ronronner comme nous le faisons depuis maintenant des dizaines d'années, on va voir une hémorragie de gens qui ont la latitude de faire des choses et qui risquent de partir, et un appauvrissement global du système. Donc là, on parle d'enseignement supérieur. Si on parle d'enseignement supérieur, on parle de la compétitivité de notre pays. Et globalement, ça doit forcément intéresser, nous en tant qu'acteurs, les entreprises et bien entendu le gouvernement. Et là, je crois que je suis assez d'accord avec vous, il y a une fenêtre d'opportunité pour que le dialogue... alors, l'idée de faire un rapport qui reste dans un placard, on a connu ça, on en a parlé encore récemment. Je pense que, bon, on ne va pas passer de temps là-dessus si c'est comme ça que ça doit se passer. Mais si on a la capacité de dialoguer ensemble et de trouver le bon cadre pour qu'on puisse travailler ensemble intelligemment et pour justement accompagner ce développement et cette nécessité de développement économique du territoire par l'enseignement supérieur, on a en face de nous, je pense, des gens intelligents. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas intelligents, mais je dis qu'ils étaient peut-être un peu plus bloqués d'une autre façon. Bon, là, ça se débloque, donc tant mieux. Mais allons-y. Mais voilà, on est dans le bon endroit, je pense. Anne-Lucie a montré une grande volonté de faire bouger les choses. Donc allons-y et essayons de travailler ensemble. Je crois qu'il faut qu'on aille les saisir en leur disant, nous, on a cette volonté. Sinon, on sait ce qui va se passer, hein. On n'a même pas besoin, dans 10 ans, on sera très peu nombreux autour de la table dans l'amphithéâtre. Ce sera le mot de la fin, parce qu'on arrive au terme du débat. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette intervention. Et on pensera inviter des représentants du ministère la prochaine fois, et peut-être le bonhomme vert de CTLM pour parler de crédit. Ils étaient invités.